Philippe Lénard, bonjour, bienvenue sur le SILF, un Bonjour. salon, un salon particulier en mode virtuel. Vous avez accepté de venir parler en forme conférence ou discussion d'un sujet qui nous touche je dirais, de près, oui, on peut le dire, qui est relativement sensible dans les discussions privées ou publiques. Vous allez approcher la franc-maçonnerie. Vous êtes juriste, avocat, vous êtes directeur d'une maison d'édition aux Champs-Élysées, vous êtes écrivain prolixe ô combien, ce qui me rend jaloux, moi qui écris deux petits ouvrages, je crois que les vôtres, s'ils me tombaient sous les pieds, me feraient très 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 mal. Et vous êtes vraiment une plume des plus intéressantes. En plus, vous êtes conférencier hors pair et en général, lorsque vous prenez la parole, on se tait parce que l'on boit vos propos. Vous êtes engagé, bien sûr, vous avez été, je crois, et là je peux me tromper, l'un des grands maîtres de la franc-maçonnerie belge, ce qui n'empêche pas vos propos d'être libres et d'ouvrir ou d'entrouvrir, pardon, les portes de ces temples sacrés. Bonjour et rebonjour Philippe Lénard. Bonjour Philippe, je suis ravi de cette conversation et c'est beaucoup de questions d'emblée. Je ne sais pas si je pourrais répondre à tout ça, mais c'est une manière de me présenter. Je me permettrai d'y revenir lorsque le micro me sera rendu. Merci en tout cas pour cette invitation au salon virtuel du livre francophone international. Je trouve que cette initiative est extraordinairement géniale. Je tenais à le souligner, non pas pour faire plaisir, mais parce que non seulement elle correspond à un besoin et qu'en plus elle peut servir de tremplin pour partager cette culture et cette richesse que tous les auteurs ont à apporter en francophonie. Et ça, c'est magique. Première question qui me brûle les lèvres, c'est que vous avez parlé de la franc-maçonnerie en associant l'islam. Alors, titre provocateur ou titre d'ouverture? Alors, j'ai, comme vous le savez, écrit, je crois, 7 ou 8 livres jusqu'à aujourd'hui, et il y en a 2 qui sont en chantier. Tout ça pour 2 maisons d'édition différentes, non pas que je sois versatile, mais comme vous le savez, on en reparlera peut-être tout à l'heure, à force de travailler dans une maison d'édition dont je suis devenu directeur de collection, bah, j'ai contribué à en créer une autre dont j'ai le plaisir d'avoir le pilotage sous la présidence d'une femme extraordinaire qui a une culture que je n'aurai jamais. Donc ça, c'est pour la modestie. Mais cela dit, la question concerne la franc-maçonnerie et le livre sur l'islam. Il n'y avait aucune provocation. Il y avait dans ce livre-là la volonté, à un moment où j'avais le sentiment personnel que l'on ne comprenait pas les différences avec cet islam qui est diversité, il y avait la volonté de ma part d'essayer de contribuer à ce que l'on comprenne en quoi l'islam globalement est composé, comme toutes les autres mouvances religieuses d'ailleurs, de nombreuses personnes de bonne volonté qui n'ont qu'un souhait en tête, c'est de pratiquer leur religion tranquillement, qui n'ont qu'un deuxième souhait en tête, c'est de n'ennuyer personne. Et ben, on a tendance depuis quelques années, et c'est normal, vu un certain nombre d'événements que l'actualité nous rapporte, vu un certain nombre de groupes que j'appellerais groupes de frappadingue, mais c'est un petit peu lourd comme terme, on a tendance à voir l'islam comme une menace, c'est-à-dire comme il y a 1000 ans ou un peu plus de 1000 ans, lorsque les Mahométans ont débarqué dans la péninsule ibérique et lorsqu'il y a eu les premières croisades, ce qui m'a d'ailleurs amené après à écrire sur les Templiers qu'il ne faut pas confondre avec les croisés. Mais voilà, aujourd'hui, l'islam n'est pas une menace, pas plus que ne serait une menace d'ailleurs la franc-maçonnerie, la religion catholique ou le christianisme dans ses différentes déclinaisons. Chaque religion, chaque mouvance de pensée est respectueuse pour autant que, primo, elle respecte qu'on puisse penser autrement et qu'elle respecte qu'on soit soi-même sans devoir répondre à des oukases,
des doctrines ou des dogmes qui empêchent la liberté de penser, de générer ce qu'il y a de meilleur en nous, c'est-à-dire le cœur, l'amour, la fraternité et cette capacité que nous avons de pouvoir entre nous former sur cette petite planète isolée dans l'univers une immense chaîne d'union qui porte un nom, c'est l'humanité. Guénard, vous parlez bien entendu de la franc-maçonnerie, puisqu'on l'a approché en introduction, mais franc-maçonnerie est une dénomination, est une expression également, mais qui semble faire trembler quelques contemporains. Lorsque l'on discute de la franc-maçonnerie, soit le regard est intéressé, soit le sourcil se lève. Pourquoi la franc-maçonnerie interpelle à ce point? Est-ce qu'il y a une zone d'ombre qui pourrait faire frémir l'humanité? Alors, pour essayer de faire comprendre ce qui peut paraître évident, mais qui ne l'est pas, euh, je me suis fait plaisir en écrivant un tout premier livre sur la franc-maçonnerie, sur la couverture duquel mon éditeur de l'époque a trouvé opportun de faire figurer une clé qui permet de voir derrière une porte ce qui se passe. Alors, pourquoi? Mais tout simplement parce que cette curiosité, elle est normale envers la franc-maçonnerie, qui donne l'impression qu'elle est réservée à une caste, une élite, ou que tout le monde ne peut pas y avoir accès, ce qui est faux. Tout le monde peut souhaiter devenir franc-maçon, tout le monde peut faire cette démarche, et la franc-maçonnerie accueille en son sein, selon ses différentes tendances internes, des gens qui sont de mouvances différentes, de croyances différentes, ou qui n'ont pas de croyances, aussi bien des chrétiens que des juifs, que des musulmans, que des athées, que des agnostiques. Donc cette maçonnerie, elle est riche de ça. Donc j'ai voulu dans ce premier livre-là, qui s'appelle Mais que font les francs-maçons en loge, eh bien donner en pâture à la réflexion de tous ceux qui se sont intéressés à ce livre, tout un tas de conférences personnelles que j'ai pu faire. Vous parliez de mon éloquence, ça n'engage que vous. J'ai mis en pâture 33 conférences que j'ai pu faire en franc-maçonnerie. Ça, c'était la première manière de faire comprendre ce qu'elle était. Dans un deuxième livre, je me suis, puisque vous le savez, je suis historiquement d'origine française, mais j'ai fait un gros détour par la Belgique puisque j'y suis né, mon père y est né, et je viens de quitter la Belgique il y a quelques mois pour retourner vivre en France. Mais j'ai voulu écrire un livre actualisé sur l'histoire de la franc-maçonnerie belge, parce que ça aussi, on ne connaît pas bien. Cette Belgique, elle ne date que de 1830, mais la Gaule belgique, elle est bien antérieure. Et donc, la franc-maçonnerie, qui n'est pas née en 1617, comme on pourrait penser, mais bien avant, puisqu'en 1688, déjà, Jacques Stuart quitte l'Écosse et vient en France pour fuir une Écosse où il n'est plus le bienvenu, puisqu'il est catholique, et que, vous savez, après la révocation de l'édit de Nantes, les choses ont été un petit peu moins drôles. Donc, la maçonnerie, elle est bien antérieure, et j'ai voulu écrire un livre d'histoire où je reprends toute l'histoire de cette franc-maçonnerie belge. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de voir, ça c'est extraordinaire, pour l'ego que j'essaye de ne pas avoir, mais de temps en temps, tout de même, ça fait plaisir. J'ai vu qu'en été, ce livre-là avait été dans le top 3 des meilleures ventes, alors que je peux vous assurer, c'est pas un roman, c'est une histoire. Puis, j'ai continué à écrire sur la franc-maçonnerie et je ne cesserai pas, je pense, en écrivant cette fois-là un livre dans la nouvelle maison d'édition, euh, qui est un livre sur la maçonnerie du XXIe siècle. Alors, pourquoi faire? Eh bien, parce que cette maçonnerie aujourd'hui se pose des questions, est sujette à des critiques, et de mon point de vue, d'une certaine manière, a une petite tendance à s'auto-détruire et à prêter le flanc à la critique par des choses qui ne sont pas volontaires, mais qui, les unes après les autres, amènent à se poser une question, tiens, la maçonnerie, demain, existera-t-elle encore? Et si oui, sous quelle forme? Donc, à quatre mains, avec un excellent ami qui a été, alors les titres en maçonnerie sont ronflants, mais voilà, qui a été souverain grand commandeur de la maçonnerie française. Nous avons écrit ce livre qui est sorti au mois de mars, pas de chance, Covid,
et donc on en a reporté la distribution et la diffusion en mai dans les librairies. Livre intéressant s'il en est, puisque on se pose vraiment des questions sur l'avenir. Et puis le petit dernier, concernant la maçonnerie, m'est venu parce que plus de 90% de la maçonnerie dans le monde, et quand je dis plus de 90%, je pense que je suis en dessous de la réalité, est une maçonnerie masculine. Et je me suis dit, mais tout de même, on est dans un monde où il y a à peu près 50% de femmes et 50% d'hommes. La maçonnerie, elle ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Où en est-on? Vers quoi va-t-on? Et donc là aussi, le souhait a été de réaliser un livre à quatre mains avec une maçonne française qui se trouve dans une maçonnerie mixte, qui donc sait de quoi elle parle, et puis moi, qui suis, il faut bien le dire, dans une maçonnerie masculine, où parfois on a tendance à penser que les femmes ne sont pas les bienvenues, où parfois on se dit mais si, elles sont bien les bienvenues, tout au contraire, et où ça fait un débat de fou chaque année, même si les choses évoluent, puisque en France, il y a 10 ans, le Grand Orient s'est ouvert aux sœurs, comme on dit, et qu'en Belgique, en 2020, le Grand Orient a fait pareil. Et puis surtout, il n'y a pas que des obédiences comme le Grand Orient, il y en a d'autres qui sont mixtes ou qui ne le sont pas, ou qui sont féminines. Donc, nous avons voulu écrire un livre qui expose d'où vient la maçonnerie mixte, où elle en est et vers quoi peut-être elle va, tout en concluant d'une manière extrêmement respectueuse, qui est de dire que finalement, travailler en maçonnerie, en mixité, c'est une affaire de choix personnel, c'est pas une affaire de rejet. Mais, il faut bien dire que la vie qui nous concerne tous, la vie est mixité. Tout est mixité. Nous ne pouvons pas vivre dans une bulle où nous serions isolés entre hommes ou entre femmes. Oui, bon, ça peut se concevoir dans les monastères, ça peut se concevoir dans les couvents, mais dans la vraie vie, dans la vie communautaire au sens large, c'est-à-dire cette humanité dont je vous parlais tout à l'heure, nous vivons entre hommes et femmes dans une sorte de gigantesque tresse qui, depuis la nuit des temps, va et vient, mélange les deux sexes, tout ça pour le mieux et pour le pire, ou pour le pire et pour le mieux. Et nous avons, dans ce livre sur la mixité, voulu dire, vous avez le choix en maçonnerie, c'est une grande chance, parce que dans la vraie vie, ce choix n'existe pas, et c'est aussi une grande chance. Voilà pour les livres sur la maçonnerie. Et vous me demandiez, Philippe, tiens, la maçonnerie, on en parle un petit peu parce que c'est quelque chose qui pourrait faire peur. C'était ça la question du départ, je ne l'ai pas oublié, mais je voulais y répondre en introduisant d'abord ce qui précédait. Oui, la maçonnerie peut faire peur, mais il n'y a aucune raison pour ça. Vous savez, l'école des pythagoriciens, ça fait longtemps ça se passe dans le sud de l'Italie, à ce moment où l'Italie est grecque. Pythagore, il a fait peur aussi, parce qu'il avait réuni autour de lui des gens dont les apprentis qui ne portaient pas ce nom-là s'appelaient des acoustikoi, parce qu'ils avaient d'abord à écouter ce qui se passait avant de commencer à se mêler du débat. Et il a été trahi par son gendre. Les gens du village sont venus fiche le feu à son académie, et c'est comme ça que l'école de Pythagore a pris fin, parce que les gens ne comprenaient pas, et parce que ce qu'il faisait, qui relevait de l'élévation de la connaissance, a fait peur à des gens à qui on a dit, mais vous savez, ce type-là et sa bande, sa secte, font des choses pas nettes, et donc c'est pas bien. La maçonnerie, c'est un peu ça. On n'y fait rien de pas net. Ce n'est pas une secte, parce que pour y entrer, ce n'est pas toujours facile. Pour en sortir, c'est quand vous voulez. Celui qui veut plus venir demain dans une loge, il n'y va plus. On ne retient personne, c'est ouvert, chacun est l'égal de l'autre, on discute de tout, il n'y a pas de sujet tabou, on respecte l'autre. Donc ça n'a absolument ni la couleur, ni l'odeur, ni les contours d'une secte. Mais comme les choses se passent à huis clos, ça alimente des questionnements. Mais la maçonnerie fait des efforts considérables pour faire des conférences publiques. Je fais partie de l'effort collectif, si j'ose dire, puisque je suis moi-même l'exemple vivant de cette maçonnerie représentative de moi-même, pas forcément de tout le monde, mais qui s'exprime en public et sans tabou librement sur tous les sujets, et c'est très bien comme ça. La maçonnerie a tout à gagner
à se faire connaître. Alors pourquoi aujourd'hui encore s'inquiéter de ce qu'est la franc-maçonnerie? Ben, pour deux raisons. D'abord parce que, plus particulièrement en France, dans les années 30, le pouvoir politique qui n'avait pas de bureau d'études, comme aujourd'hui les choses existent, que ce soit en France ou en Belgique, les partis ont des bureaux d'études, eh bien, on faisait beaucoup appel aux loges maçonniques pour réfléchir à des sujets. Et ça a donné l'impression que la maçonnerie se mêlait du pouvoir. Deuxième élément, sous la Troisième République en France, il y avait tout de même beaucoup de maçons qui faisaient partie des élus. Encore aujourd'hui d'ailleurs, que ce soit en France ou en Belgique, même s'il y en a beaucoup moins qu'avant, il y a quand même un certain nombre d'élus qui sont maçons. Mais ils pourraient être d'une autre mouvance de pensée que ça ne gênerait personne. Mais parce qu'ils sont maçons, on a tendance à trouver que ce n'est pas normal parce que forcément, s'ils sont maçons, c'est qu'ils se voient pour parler politique quand ils sont entre eux, alors que franchement, si vous saviez de quoi on parle quand on est entre nous, ça se passe entre la qualité du vin qu'on boit, la qualité du repas qu'on partage et les sujets dont on discute en maçonnerie qui vont aussi bien de la paléontologie que, que des sujets qui se penchent sur les qualités des papillons en Afrique, en passant bien sûr certainement par la qualité de l'enseignement, par ce qui touche les phénomènes de société, l'ésotérisme, la philosophie, l'histoire. Vraiment, on parle de tout en maçonnerie, mais je peux vous assurer d'une chose, c'est que, et c'est peut-être une phrase magique que je ressors régulièrement de son chapeau, le complot maçonnique, c'est pas pour demain, parce que si vous saviez comme c'est compliqué d'organiser un barbecue entre deux loges, eh bien, vraiment, vous ne pourriez plus penser une seule seconde que la maçonnerie ourdit des complots contre l'humanité pour contrôler le pouvoir politique. Ça relève, ça, de la complotologie maladive ou du fantasme, mais je comprends qu'on puisse avoir des impressions comme ça. Exemple, le mouvement des Gilets jaunes en France a porté atteinte, pas que à la franc-maçonnerie d'ailleurs, on a porté atteinte à des synagogues, on a décrié des mouvances de pensée qui ne sont pas que la franc-maçonnerie. Pourquoi? Parce que quand on ne comprend pas un système complexe, on a tendance à ramener les choses par amalgame à des principes simples. C'est la théorie du rasoir d'Occam. C'est une vieille chose qui date du Moyen Âge, entre deux explications, celle qui paraît la plus simple est forcément la plus crédible. Et donc, imaginez que la société moderne est compliquée, mondiale, que tout est imbriqué dans tout, que tout dépend de tout. C'est tellement compliqué que le cerveau humain préfère comprendre que forcément, une mouvance de pensée, quelle qu'elle soit, ça peut être la franc-maçonnerie, ça peut être le protestantisme, ça peut être l'Opus Dei, c'est beaucoup plus facile de croire que des mouvances comme ça dirigent les choses, les pilotent et les impulsent, plutôt que de se dire tout simplement, ben non, il y a de la diversité et tout le monde essaie de faire de son mieux. Justement, vous venez de souligner le Pouce DI. On va rester un peu aux éditions Jourdan. Vous aviez également parlé de l'Opus DI dans vos ouvrages. Et à l'époque, j'avais souri. On avait ironisé, oh, voilà que je perds mes mots, peu importe. On avait rigolé un peu, si vous voulez, puisque je vous avais dit, mais vous prenez à chaque fois des sujets explosifs. Opus Dei, en tout cas en Belgique, il y a quelque chose aussi qui glace le dos. Alors, vous veniez mettre la franc-maçonnerie et l'Opus Dei et vous mixiez les deux sujets. Quelle était votre approche? Quelle était votre volonté à ce niveau? Pourquoi pointer du doigt l'Opus Dei, pointer du doigt en négatif ou en positif? Peu importe, je suis neutre, il faut découvrir le livre, bien entendu. Alors, deux éléments de réponse par rapport à ça. Vous avez raison, depuis que j'écris, je choisis des sujets qui sont des sujets à difficulté. J'ai horreur de la facilité. Je pense que quand on fait de la marche et qu'on gravit dans un sentier euh, pas à pas une montagne quelle qu'elle soit, on se sent beaucoup plus récompensé quand le sentier était escarpé et qu'on est arrivé au-dessus, plutôt qu'une petite balade sur un sentier plat. Mais c'est une affaire de choix personnel. Le mien est la voie de la difficulté. Donc,
les livres sur la maçonnerie que j'ai écrits pour parler de cela euh, sont des livres à difficulté. Parler de la maçonnerie du XXIe siècle, ça fait prophète. Donc il faut veiller à ne pas tomber dans ce piège. Parler de la mixité quand on sait que le monde maçonnique est à plus de 90% masculin, c'est explosif. Parler de l'islam à un moment où c'était délicat, c'est explosif. Vous le savez, je pense qu'on en avait parlé, ce livre m'a valu une protection rapprochée ainsi qu'à ma compagne, parce qu'on craignait que ce que j'avais écrit ne me fasse avoir des soucis dans mes conférences ou lors de mes déplacements. Ça m'a valu 2 policiers et 2 gardes du corps en permanence, et à mon épouse aussi. Mais il ne m'est rien arrivé, la preuve, je suis là, et elle aussi, même si elle n'est pas à côté de moi devant votre caméra. Euh, L'Opus Dei, c'était un petit peu une idée aussi de mettre à plat des idées préconçues qu'on peut avoir. Pour nos amis anglo-saxons, l'Opus Dei, c'est l'Octopus Dei. Déjà, ça donne une idée. C'est un peu comme dans ce vieux film en noir et blanc qui s'appelle Forces occultes, où on décrivait le complot judéo-maçonnique. Eh bien, l'Octopus Dei, c'est ça. C'est cette mouvance qui dirigerait le monde en secret, qui aurait tellement de proximité avec le pouvoir que tout le monde en dépendrait, qu'on y serait embrigadé d'une manière telle qu'on y perdrait son libre arbitre et sa volonté de penser. Non, l'Opus Dei, d'abord, ce n'est pas la religion catholique, l'Opus Dei, ce n'est pas l'Église, même si c'est une prélature personnelle du pape, construction juridique extrêmement intéressante d'ailleurs, mais qui date d'un vieux monastère espagnol, donc c'est une autre histoire. Euh, donc l'Opus Dei, en gros, c'est une mouvance de pensée. Elle est structurée, elle est internationale, elle a grandi sur un terreau qui était l'anticommunisme, l'anti-islamisme, la foi catholique et pas vraiment la tolérance. Mais après, qu'importe, chacun est libre d'y entrer ou pas, d'y exercer telle ou telle fonction ou pas, de soutenir ou pas cette mouvance de pensée. Et cette diversité des choses, elle est enrichissante. C'est Saint-Exupéry qui avait écrit cette belle phrase: si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Alors, je suis tout à fait ravi d'avoir été reçu à Rome dans le cadre de mon bouquin sur l'Opus Dei, d'avoir eu cette même chance à Paris, en France. Je n'ai pas eu cette chance en Belgique, puisque l'Opus Dei en Belgique n'a pas souhaité me recevoir pour des raisons qui lui sont personnelles, qu'importe. Mais dans ce livre, je n'attaque pas l'Opus Dei. C'est ça qui était un peu la marque de fabrique de ce livre. On trouve des livres sur l'Opus Dei qui soit règlent des comptes avec la prélature, ou qui soit l'encens en disant c'est merveilleux, c'est la voie de la sainteté, c'est par là qu'il faut passer, il n'y a pas d'autre issue, c'est là que vous devez tous aller. Ben, ce livre que j'ai écrit, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un explicatif de d'où vient l'Opus Dei, ce que c'est, ce que ce n'est pas, quels en sont les contours, les dangers peut-être, et les bienfaits. Voilà pourquoi j'ai écrit un livre sur l'Opus Dei qui lui aussi, d'une manière étrange, m'a valu, et ça c'est extraordinaire, dans nos systèmes démocratiques au XXIe siècle, qui lui aussi m'a valu une protection rapprochée. Alors quand vous parlez de sujets explosifs, vous ne pensez pas si bien dire, parce que se retrouver parce qu'on a écrit des choses qui ne sont ni agressives, ni diffamatoires, ni insultantes, ni fausses, se retrouver avec une protection rapprochée, je peux vous assurer que ça vous change la vie, ça ne vous donne pas l'impression d'être important, mais ça vous donne peut-être l'impression que peut-être vous auriez dû réfléchir avant d'écrire ça, mais je ne changerai jamais, j'écrirai toujours des sujets qui font réfléchir. Dussé-je en payer pour ça le prix qu'il faut? Non pas que je sois comme les pélicans à ce point sacrificiel que je m'ouvrirais le ventre pour nourrir mes petits et en mourir moi-même, mais s'il faut se sacrifier au nom de la liberté d'expression pour dire des choses justes, eh bien c'est un peu comme les Templiers. Je suis d'accord d'aller sur le bûcher.
Je n'allumerai pas d'allumette, certainement pas en ce moment. Ceci dit, c'est vrai, je vous rejoins, j'ai lu vos ouvrages, pas tous, mais j'ai lu plusieurs de vos ouvrages, et votre approche est quasiment une approche scientifique sur le sujet, tout en étant agréable à lire. Ce n'est pas quelque chose qui vous refile la migraine, excusez-moi l'expression, ce sont vraiment des livres à conseiller. Alors, Philippe Lénard, vous êtes un auteur prolixe, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes juriste, vous êtes avocat, et malgré tout, vous avez trouvé du temps pour fonder une maison d'édition et en prendre la direction. Mais comment ça se fait? Comment faites-vous? Je n'arrive pas à imaginer comment vous réussissez à manager votre temps. C'est presque Alors, inhumain. alors Philippe, il n'y a pas de recette magique. La première recette magique, elle porte un prénom, c'est celui de ma compagne et elle se prénomme Françoise. Ça, c'est ma première recette. Parce que sans elle, pour supporter mon caractère épouvantable, sous un dehors sympathique que peut-être que je peux vous donner l'impression d'avoir là, quand j'écris, je suis dans ma bulle, ça prend du temps, j'y passe des nuits, je fais des livres qui sont des livres de recherche où j'essaye de, vous parliez de côté scientifique, j'essaye de ne pas écrire n'importe quoi, même si on n'est jamais garanti de ne pas tomber dans le piège. J'essaye d'aller au-delà des apparences, de détricoter les idées préconçues, de faire ce qu'on appelle de la philologie déconstructive. Bon, ça nécessite du temps, ça fait perdre les cheveux, quoique là, ben, vous voyez, comme le confinement ne permet pas, ben, on voit très bien que je ne les perds pas trop, donc ça va encore. Mais oui, voilà, donc ce sont des sujets difficiles. Le temps, vous parliez du temps, eh bien, pas de recette non plus pour ça. Il a fallu que je prenne de la distance par rapport à ma profession d'avocat parce que c'est une profession qui exige d'être sur le pont 25 heures sur 24. Voilà. J'ai continué les activités littéraires et éditoriales, vous le savez, vous l'avez souligné. Écrire prend du temps. Gérer une maison d'édition aux côtés de ma compagne qui en occupe la présidence, ça prend du temps. S'occuper de la promotion des livres, ça prend du temps. Faire des conférences, ça prend du temps. Et alors, je vais vous faire sourire, je vais vous donner une petite recette de coulisses. Tout le monde pense que je prépare mes conférences d'une manière extraordinairement pointue. Même ma compagne vous dira, mais il prend des notes, il se torture le cerveau toute la journée. Et puis, en fait, je regarde pas mes notes, je lis pas mes notes. Et je suis parti comme ça dans des propos où je m'aperçois que les dernières conférences que j'ai pu faire avant que le Covid ne vienne nous empêcher de faire des conférences, il y avait 400 personnes aux conférences que je faisais, pas une mouche ne volait. Et bien, j'avais pas l'impression non plus que le temps s'écoulait. Et c'était magique. Je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir recommencer à faire des conférences. C'est un véritable plaisir. Mais je n'ai pas de recette, Philippe. Euh, je dors peu, je travaille beaucoup, j'essaye d'être organisé. J'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui comprend tout ça et qui m'aide dans tout ça et d'avoir une famille au sens large qui comprend bien tout ça et qui est extrêmement tolérante avec moi et compréhensive. Sans quoi je pense que ce ne serait pas possible du tout. Une petite question qui transgresse un peu notre discussion. Euh, j'ai eu vent du fait que vous étiez également animateur TV. Oui, absolument. C'est au-delà au-delà de mes activités connues, il y en a une qui est relativement nouvelle. Oui, il y a une radio-télévision en France, à Paris, qui est une chaîne numérique, comme on dit, qui se trouve accessible par abonnement sur Internet, mais qui a quand même quelques millions d'abonnés. Donc, voilà. J'ai la chance de m'être vu confier une émission sur cette chaîne, alors je vous le donne en mille. Vous qui me connaissez un petit peu, qui savez de quoi je traite dans mes livres et comment je m'exprime, eh bien cette émission, on lui a trouvé un nom, Sans langue de bois.
Et ça, et ça me permet d'y inviter dans la plus grande liberté d'expression tous les gens qui sont en rapport avec, qu'ils aient écrit ou pas d'ailleurs, tous les gens qui ont quelque chose à dire et qui ne soient pas ni agressifs, ni insultants, ni querelleurs, dans des matières qui me passionnent, qui sont la société, l'histoire et les civilisations. Alors vous imaginez, je suis là-bas comme dans un poisson dans l'eau, et tous les mois, je reçois un invité que j'ai le plaisir d'interviewer. Cette émission, d'ailleurs, c'est un scoop, va passer à 2 par mois au lieu d'1 par mois, vu son succès. Alors ça me permet aussi, je ne vous le cache pas, soyons honnêtes, de promouvoir un petit peu les livres des auteurs de ma maison d'édition qui, quand ils sont capables de s'exprimer et ont envie d'être interviewés, peuvent venir à Paris pour le faire. Et ça, c'est aussi un grand bonheur pour eux. Ça donne un tremplin quelque part à la parole. Et tant que la parole et l'expression sont là, tant que la plume est là, tant que la communication est là, rien n'est perdu et jamais on ne sera isolé de rien ni de personne. Nous en sommes l'exemple vivant, mon cher Philippe. Tout à fait, c'était un réel plaisir de vous recevoir ici, hein, sur ce salon. Vous aviez répondu l'un des premiers et tout de suite avec enthousiasme présent. Et je vous en remercie. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. J'espère qu'on vous retrouvera également en Belgique, en France ou ailleurs lors d'une de vos conférences qui est des plus agréables et des plus instructives. C'est vraiment passionnant. On voit ce genre de propos et je les conseille vivement. Donc, Philippe Lénard, vous êtes écrivain, vous tenez une maison d'édition, vous tenez la maison d'édition Champs-Élysées. Oui, l'expression n'est pas galvaudée, vous la tenez, vous la portez, vous la gérez en co-gérance, hein, puisque votre épouse, si je me trompe, l'est également. Oui, Et alors Philippe, si je peux me permettre pour rendre à Césarine ce qui lui appartient, euh, c'est surtout elle qui gère beaucoup. Moi, je suis là en appui par rapport à mes petits talents. Elle est là de majeure manière parce que je pense aujourd'hui, mais c'est un avis strictement personnel, qu'on ne peut pas gérer une maison d'édition si on n'a pas une grande culture, une grande ouverture, une capacité d'absorption et si on n'a pas à côté des compétences juridiques, d'éloquence, de promotion, bref, si on ne s'investit pas comme les éditeurs devraient tous le faire, je ne jette aucune pierre dans aucun jardin, mais cette maison d'édition-là, il faut le savoir, on l'a créée il y a 3 ans, on s'est dit on essaie. Tout le monde nous a dit, comme pour mes livres d'ailleurs, t'es fou, ça sert à rien, il y en a déjà trop, ça va pas marcher. Bon, on a d'abord créé une association et puis on a créé une société. On a trouvé un distributeur, un diffuseur. Aujourd'hui, nos livres sont en France, en Belgique, au Québec, en Suisse et on en est heureux pour nos auteurs. On a 4 lignes éditoriales, histoire, société, spiritualité et franc-maçonnerie, bien évidemment. Vous imaginez bien que je n'allais pas laisser tomber la chose. Et on accueille dans ces collections-là aussi bien du roman que des essais, du vécu, des non-fictions, comme on dit aujourd'hui. Et ça fonctionne. Et ça, c'est un plaisir. Et cette maison d'édition, elle s'appelle Édition Champs-Élysées Deauville. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout de même, c'est une anecdote, parce que souvent on me dit, mais enfin, c'est ronflant, c'est prétentieux. une Alors, pas du question de tout. cheval. Non, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que sur les Champs-Élysées à Paris, là où nous avons le siège de notre société, d'ailleurs, rond-point des Champs-Élysées, il y a un petit estaminet que j'apprécie particulièrement et qui s'appelle le Deauville. Voilà. Et donc, sur les Champs-Élysées, dans cet estaminet qui s'appelle le Deauville, où de temps en temps, je m'adonne au plaisir de la joie de faire quelques volutes avec ma fumée de cigare, mais aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. Eh bien, c'est là que la décision de créer la maison d'édition a été prise. En plus, l'avis que nous avons fait, qu'on se trouve souvent aussi bien à Paris
que là où nous habitons en France et en Normandie. Donc voilà, le nom de la maison d'édition a été choisi. C'est venu tout seul, il n'y a pas de hasard, peut-être, il n'y a que des rendez-vous. Mais quand vous dites que je la gère, vraiment, il faut rendre à Césarine ce qui lui appartient. Sans Françoise, la maison d'édition, ben, je ne pense pas qu'elle tiendrait debout parce que je m'en occupe trop peu. Non seulement on va lui rendre, mais on lui rend hommage également, on la salue et on la remercie infiniment. Voilà, je crois que le temps est parti et passé, hein. Ici, au moment de l'enregistrement, il est 16h02, donc ça fait déjà une grosse demi-heure que nous parlotons. Merci infiniment pour cet échange, pour votre temps surtout, hein, parce que je sais que vous Merci êtes à vous, fort Philippe. occupé.